Cette vidéo fait suite à la vidéo sur les transferts thermiques et l'équation de la chaleur. Nous allons étudier plus précisément dans cette vidéo cette équation de la chaleur et sa résolution dans l'approximation des régimes quasi permanents. Je vous rappelle que pour bien utiliser cette vidéo, il faut prendre des notes pour construire une fiche de cours. Et que cette vidéo en aucun cas ne peut remplacer un cours complet. Un certain nombre de notions un peu délicates ne seront pas abordées. Elles nécessitent pour ça un dialogue avec un professeur. Nous allons utiliser une partie des résultats trouvés dans la vidéo sur l'équation de la chaleur. Et nous allons en fait ici refaire dans un premier temps un bilan local en régime permanent ou dans l'approximation des régimes quasi permanents, qui va ressembler beaucoup au bilan fait pour obtenir l'équation de la chaleur. Donc je vous rappelle que pour le bilan unidimensionnel, on fait intervenir l'énergie accumulée dans le système, l'énergie transformée et les transferts d'énergie qui permettent d'obtenir un bilan qui va tendre vers un bilan local instantané. On reconnaît les termes d'accumulation, le terme de transfert et le terme de transformation-création. Il s'agit ici d'utiliser ce bilan dans un cas particulier. On va voir un certain nombre d'hypothèses qui sont ici utilisées. Donc on va considérer dans un premier temps qu'on est en régime permanent ou quasi permanent, ce qui va permettre ici de considérer que le terme d'accumulation est nul. On pourrait aussi tout à fait se placer dans un cas où le système est incapable d'accumuler de l'énergie thermique, par exemple une capacité calorifique nulle. Ça revient à obtenir ici le terme d'accumulation nul, terme qu'on trouve nul dans le cas du régime permanent. On considère aussi qu'on n'a pas de transformation d'énergie dans le système, ce qui permet d'obtenir le bilan suivant, le terme d'accumulation nul, le terme de transformation nul. Il va falloir que le terme de transfert soit nul aussi. Donc on va s'intéresser de plus près aux échanges d'énergie thermique. Donc pendant la durée d'été, on va pouvoir exprimer cette énergie thermique échangée pendant la durée d'été en fonction des puissances, avec toujours la même orientation. Énergie rentrant à travers la surface d'abscisse S et sortant à travers la surface d'abscisse S plus ds. Donc le bilan ici va pouvoir permettre d'obtenir un bilan instantané en mettant dt en facteur. On s'aperçoit que la puissance thermique ne va pas dépendre de l'abscisse S, donc on pourra conclure que la puissance ici est en fait uniforme, elle est indépendante de la position. On peut l'exprimer en fonction de la densité surfacique de puissance, ce qu'on peut traduire aussi par le fait que sa dérivée partielle par rapport à la position est nulle. Donc on obtient ici une équation bilan local instantané qui est simplifiée puisque deux termes sont absents par rapport à celle qu'on avait obtenue pour l'équation de la chaleur. Si on suppose de plus que les échanges thermiques sont des échanges par conduction, on va pouvoir exprimer en utilisant la loi de Fourier locale la densité surfacique de transfert thermique, puissance surfacique, en faisant intervenir la variation spatiale de température. En utilisant le bilan plus la loi de Fourier, on obtient ici une relation qui va permettre de relier le champ de température à la variable d'espace. On peut noter un cas particulier, si jamais la section sigma de S est indépendante de l'abscisse, cas particulier par exemple des abscisses cartésiennes, on voit que la dérivée de la température par rapport à S est indépendant de l'abscisse S,
Donc on obtient une température qui est une fonction affine de la position. Maintenant qu'on a on a rétabli notre équation de la chaleur dans le cas des régimes permanents, eh bien on va pouvoir ici passer à une propriété globale au niveau du matériau, la résistance thermique. Donc on repart des propriétés déterminées précédemment, une puissance thermique qui est indépendante de la section, et eh bien un écart de dérivée de température, un gradient de température qui va être lié en fait aux caractéristiques de notre système. Ici, il s'agit de passer de cette relation locale définie pour une abscisse curviligne S à une relation qui va être définie pour un matériau complet entre l'abscisse SA et l'abscisse SB. On a déjà une grandeur, la puissance thermique qui effectivement est indépendante de la position, qui caractérise en fait la puissance thermique qui traverse n'importe quelle section de ce matériau. Et on va pouvoir relier cette puissance thermique en fait à l'écart de température TA moins TB. Pour ça, on va utiliser cette relation-là et on va calculer la circulation entre A et B. Donc on obtient une somme de A à B de d rond T sur d rond SDS qui va donner TB moins TA. Et ici, pour l'autre terme, PTH0 étant indépendant de S ainsi que la conductivité, on aura juste somme de SA à SB de 1 sur sigma de SDS. Une grandeur ici qui va dépendre eh bien, du matériau et de la forme. Ici en particulier du système de coordonnées qui va être utilisé. Cette grandeur-là ne va pas dépendre de la puissance PTH0. On peut ici la symboliser par une résistance thermique. Et on obtient ici un écart de température TA-TB qui est proportionnel à la puissance thermique. On vérifie bien que si TA est plus grande que TB, eh bien la puissance thermique PTH0 va être positive, donc cette résistance thermique est positive. Dans le cas bien sûr, des matériaux passifs. Donc il s'agit en fait de déterminer pour différents types de description unidimensionnelle l'expression de cette résistance thermique. Alors en particulier, si on se place en coordonnées cartésiennes et qu'on considère qu'on a affaire à un tube de section constante sigma 0, en appelant xb moins xal la longueur de ce tube de matériau, eh bien on va pouvoir refaire le calcul qu'on avait obtenu de manière générale. On aura une résistance thermique, mais on sera capable de la relier directement aux propriétés du matériau. Donc le calcul est le même que précédemment, sauf que cette fois-ci, étant donné que sigma 0 est indépendant de x, on peut le mettre en facteur. Et on va obtenir ici eh bien, l'expression de la résistance thermique L sur lambda sigma 0. On vérifie bien qu'on a quelque chose d'homogène. La résistance thermique doit être homogène à une température sur une puissance. Donc avec la conductivité thermique, eh bien, une conductivité thermique multipliée par une longueur donne effectivement le résultat escompté, une puissance sur une énergie. La longueur, on l'a avec la section divisée par la longueur totale du matériau. Donc on a bien un résultat qui est homogène. Ce résultat est aussi pertinent puisque si on a un matériau de plus grande conductivité thermique, il faudra pour eh bien, conduire une même puissance thermique un écart de température plus faible. Si on a une longueur de matériau plus important, pour conduire la même puissance thermique, il faudra un écart de température plus grand. Et si la section est augmentée, eh bien, la puissance thermique à puissance thermique identique, l'écart de température sera plus faible pour véhiculer cette même puissance thermique. On l'a fait en coordonnées cartésiennes, on peut le faire maintenant pour d'autres types de coordonnées. En particulier, par exemple, les coordonnées sphériques. On va considérer que l'abscisse curviligne S, c'est la distance à un point O. Cette fois-ci, les surfaces délimitant eh bien, les lieux R plus dr et R sont des sphères.
Donc l'expression de la puissance thermique à travers la surface sigma va être égale à J de R fois 4πr carré si on prend une sphère en totalité. On peut prendre aussi des portions de sphère en faisant intervenir au lieu de 4π l'angle solide correspondant. Donc là on a la forme de sigma de R, on utilise la loi de Fourier en coordonnées sphériques unidimensionnelles et on obtient l'expression du gradient de température qu'on peut comme tout à l'heure intégrer pour obtenir l'expression de l'écart de température en fonction de la puissance thermique et donc l'expression de la résistance thermique. Même remarque que tout à l'heure pour l'homogénéité et pour la pertinence du résultat qui permettent de vérifier un certain nombre de choses, résistance thermique positive, les bonnes dimensions et l'influence de l'expression des surfaces qu'on retrouve à l'intérieur du 4π. Si on diminue ici l'angle solide, ou bien par l'intermédiaire de l'écart entre les deux surfaces. On peut refaire ce même calcul en thermique. Cette fois-ci, les surfaces seront des portions latérales de cylindre, de hauteur h et de rayon r. Le bilan, lui, est indépendant finalement du type de coordonnées utilisées. Donc on a toujours PTH, la puissance thermique traversant ces sections qui est indépendante de la section. Et donc comme tout à l'heure, on a cette fois-ci le gradient thermique qui peut être intégré pour obtenir l'écart de température en fonction de la puissance et l'expression de la résistance thermique, toujours positive, l'homogénéité et la pertinence. Donc entraînez-vous à le faire sur ces trois systèmes de coordonnées. On peut plus généralement avoir d'autres formes, des coordonnées curviligne un peu plus compliquées, mais à chaque fois, le type de raisonnement va être le même pour conduire à cette résistance thermique. Donc là, on a vu l'effet de résistance thermique pour un matériau plein, obéissant à la loi de Fourier. Maintenant, on va voir les différents effets de surface. Effectivement, quand on a deux milieux différents, il faut relier ces deux milieux par une interface. Alors, on va considérer que cette interface est à une abscisse curviligne S0, et en fait on va distinguer deux formes de transfert thermique au niveau des surfaces. Ces transferts thermiques vont être reliés en fait à une discontinuité de température. Donc on va toujours utiliser une puissance thermique par unité de surface, et on aura une discontinuité de température au niveau de la surface. Donc continuité dans les matériaux pleins. Si jamais on a des températures continues à la surface, eh bien on aura tout simplement deux matériaux pleins qui seront les uns à côté des autres, mais des nouveaux effets vont intervenir avec cette discontinuité. Alors, on les retrouve la plupart du temps dans deux cas de figure. Le cas de contact entre un solide et un fluide, gaz ou liquide. Et à ce moment-là, on utilise la loi de Newton qui permet de relier le flux thermique surfacique à cet écart de température. On vérifie bien que si la température TS0- est plus grande que TS0+, on a un transfert effectivement du chaud vers le froid. Donc, jamais qu'une autre formulation de la loi de Fourier. On a aussi cet effet de surface si on a un corps noir en contact avec un corps transparent. À ce moment-là, on va avoir un flux thermique qui va pouvoir quitter le corps noir pour traverser le corps transparent. Cette fois-ci, on utilise la loi de Stéphane. Le flux thermique par unité de surface est proportionnel à la température, ici au niveau du corps noir, à la puissance 4 multipliée par la constante de Stéphane. Les corps ne sont pas toujours transparents. Alors, on a aussi une autre loi, viennent toutes deux de la loi de Planck, la loi de Wien, qui permet de déterminer la température, à la température de rayonnement, la température correspondant à une longueur d'onde. Donc déterminer effectivement si pour cette température-là, le corps correspondant est bien transparent. Alors on peut avoir la même chose avec un contact de deux corps noirs. Donc ici c'est les caractéristiques du matériau qui vont pouvoir nous permettre de déterminer s'il se comporte plutôt comme un corps transparent ou un corps noir. Si c'est un corps noir, non seulement on aura un transfert thermique
de la gauche vers la droite, mais aussi un transfert thermique de la droite vers la gauche dû à ce corps noir là ici. Donc on va voir cette fois-ci un flux thermique par unité de surface qui va être proportionnel à l'écart des températures, mais l'écart des températures à la puissance 4. Donc ça ressemble un peu à la loi de Newton. Mais cette fois-ci, on a une loi qui n'est plus une loi linéaire. Dans beaucoup de cas de figure, les températures, ici, de chaque côté de la surface, la discontinuité de température est en fait relativement faible devant la température moyenne. Dans ce cas-là, on est tenté de remplacer cette loi non linéaire par une loi linéaire en faisant un développement limité, ici, de cette loi de Stéphane, pour obtenir une loi qui cette fois-ci ressemble beaucoup à la loi de Newton, faisant intervenir un coefficient H, alors coefficient qu'on appelle coefficient de transfert conducto-convectif. Donc on obtient ici un coefficient équivalent à un transfert conducto-convectif pour ce transfert par radiation. Transfert radiatif entre les deux corps. À la surface séparant deux milieux, a priori, les deux phénomènes d'échange peuvent coexister. Donc on va se retrouver en fait avec un transfert thermique qui pourra se faire soit de manière conducto-convective, en utilisant la loi de Newton, soit de manière radiative, en utilisant la loi de Stéphane, voire éventuellement son développement limité pour des écarts de température faibles. Alors on va regarder ce qui se passe quand on veut effectivement faire intervenir une résistance thermique pour le contact entre deux matériaux. Donc si jamais on a un matériau solide et un matériau fluide, on va utiliser ici cette loi de Newton qui va permettre de calculer la puissance PTH sortant du matériau, en multipliant simplement ça par la section, et on voit qu'on peut faire apparaître une résistance thermique faisant intervenir cet écart de température, comme la résistance thermique entre les deux extrémités d'un matériau plein. Si on a ici un contact en plus entre deux corps noirs, à condition bien sûr que l'écart de température reste faible, on peut aussi faire intervenir ici le transfert thermique par rayonnement utilisant la loi de Stéphane. Ce qui permet de définir là aussi une puissance thermique faisant intervenir l'écart de température, donc une résistance thermique équivalente. Si jamais les deux phénomènes coexistent, eh bien la puissance thermique totale qui va traverser la surface va être la somme de ces deux puissances. En utilisant ici l'inverse de la résistance thermique qui est la conductivité thermique, on peut relier cette puissance totale à l'écart de température, moyennant une conductance thermique qui est la somme des conductances thermiques. On a ici effectivement les deux phénomènes qui sont en parallèle, on a deux résistances thermiques en parallèle. On peut obtenir un résultat identique, cette fois-ci en faisant intervenir à la fois un matériau plein et ce matériau de surface. On a ici dans le matériau plein un transfert thermique qui se fait en utilisant la loi de Fourier. On a vu qu'on pouvait faire intervenir une résistance thermique reliant la puissance thermique à l'écart de température entre chaque extrémité du matériau. Cette fois-ci, le contact se fait ici avec un fluide ou bien avec un deuxième corps noir. On peut avoir un transfert supplémentaire qui serait un transfert par rayonnement ou par conducto-convection au niveau de la surface. Donc on aura cette fois-ci une discontinuité de température. On a vu qu'on pouvait faire apparaître une deuxième résistance thermique. Ici, la puissance thermique qui traverse la section du matériau va être la même que celle qui traverse ici cette section au niveau de la surface, parce qu'on est en régime permanent et qu'on n'a pas de transformation. Donc on s'aperçoit que si on veut relier la puissance thermique à l'écart de température entre cette extrémité du matériau et la température ici à droite de la surface, on va se retrouver ici avec une résistance thermique qui va être la somme des résistances thermiques. Effectivement, ici, ces deux phénomènes sont des phénomènes en série. Alors, pour finir, on va essayer d'appliquer un petit peu tout ça à un petit problème de calcul de la température dans une enceinte. On va considérer qu'on a un matériau plein, ici, qui est dans l'approximation des régimes quasi permanents. Donc on peut relier la puissance thermique traversant ce matériau à l'écart de température en utilisant ici la conductance thermique. On a vu précédemment que cette puissance, c'était la conductance thermique fois l'écart de température. Cette conductance thermique peut faire intervenir aussi des phénomènes de surface, comme le phénomène de conduction utilisant la loi de Fourier à l'intérieur du matériau. Donc cette conductance thermique, en fait, peut représenter beaucoup de phénomènes de transfert différents, conductant convectif, conduction à l'intérieur du matériau, ou bien les transferts par rayonnement. Ensuite, on va adjoindre à ce matériau qui se comporte comme une résistance thermique,
une phase uniforme pour lequel les échanges thermiques ne se font que par l'intermédiaire de cette surface-là. Ici, on a un isolant thermique qui empêche les échanges thermiques à ce niveau-là. On considère qu'on a affaire ici à une phase uniforme, donc la température, cette fois-ci, est homogène dans l'ensemble ici de ce système. Et on peut définir son énergie thermique en utilisant une capacité calorifique. Cette fois-ci, si on réalise un bilan sur ce système-là, cette fois-ci c'est un bilan global, alors on va faire un bilan instantané. On va avoir un terme d'accumulation, donc la variation dans le temps, va être égale au transfert thermique rentrant, ici c'est la puissance PTH par unité de temps, on n'a pas d'autre transfert, et on considère qu'on n'a pas de transformation d'énergie à l'intérieur, donc ici on a affaire à un bilan global. Cette relation est venue dans un premier temps d'un bilan local, en régime permanent ou en ARQP, qui ensuite a permis d'obtenir une relation globale par circulation du gradient de température. Maintenant, on peut réunir ces deux systèmes en disant que la puissance PTH qui a traversé ce matériau, c'est effectivement celle qui rentre dans le système correspondant à la phase uniforme, et on obtient ici non plus une équation ou dérivée partielle comme l'équation de la chaleur locale, mais on obtient une équation différentielle faisant intervenir la température et sa dérivée, la température dans ici notre phase uniforme. On a ici bien sûr une équation différentielle du premier ordre en posant taux égal à RTH, la résistance thermique égale à 1 sur GTH fois la capacité calorifique du matériau. Et on obtient une équation analogue à l'électrocinétique, charge d'un condensateur, et on obtient ici l'expression de la température en fonction du temps, faisant intervenir une condition initiale. Donc on le voit, l'équation de la chaleur, éventuellement son expression en ARQP permet de définir des résistances thermiques ou des phases uniformes, qui ensuite permettent de passer à un bilan global, en découpant en fait notre milieu en sous-systèmes qui vont se comporter soit comme des résistances thermiques, soit comme des conductances thermiques, et une éventuelle analyse en ordre de grandeur de l'équation de la chaleur permet de justifier l'utilisation de tel ou tel modèle pour telle ou telle partie de l'espace.